Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre ce soir pour ce webinaire sur la finance durable. Je suis Pauline Stragier, je travaille à l'autorité des marchés financiers au sein de la direction des relations avec les épargnants et de leur protection. Je suis accompagnée ce soir de Christopher Wilson qui travaille dans la même direction et de Victorien Blondeau qui nous vient de la direction de la régulation et des affaires internationales. Nous sommes ensemble pour 45 minutes environ. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans la fenêtre qui se trouve à droite de votre écran. Nous essaierons d'y répondre à la fin du webinaire. Vous recevrez aussi un mail après le webinaire qui vous permettra de le voir en replay. Et avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler de finances durables, je vais prendre 3 minutes pour vous présenter ce que l'AMF fait pour les épargnants. Donc la protection de l'épargne est au cœur des missions de l'AMF. La direction des relations avec les épargnants et de leur protection est là pour vous informer et pour vous accompagner dans vos décisions d'investissement. L'objectif étant de permettre à chacun d'investir en toute connaissance de cause. Cette mission, elle passe par plusieurs canaux d'information qui sont à votre disposition. Il y a notamment l'espace épargnant sur le site de l'AMF, sur lequel vous pouvez retrouver de nombreux articles, des guides, des vidéos, etc. Vous pouvez aussi suivre nos comptes sur Facebook et sur Instagram pour retrouver des contenus pédagogiques et nos actualités. Et l'AMF propose aussi différents outils comme une application mobile AMF Protect Épargne qui est dédiée à la lutte contre les arnaques et qui est accessible depuis n'importe quel ordinateur ou téléphone portable. L'AMF répond aussi à vos questions avec une équipe dédiée qui a traité plus de 16 000 demandes l'an dernier par téléphone et par formulaire. Vous trouvez toutes les coordonnées sur le site de l'AMF. Et elle propose aussi un service de médiation qui vous accompagne si vous rencontrez un litige avec un professionnel au sujet d'un PEA, de votre épargne salariale ou d'un ordre de bourse, par exemple. La médiation, c'est un service gratuit et qui se déroule à l'amiable et en toute confidentialité. L'an dernier, ce sont plus de 1800 dossiers qui ont été traités par ce service. Et enfin, à l'AMF, on organise régulièrement des événements pour les épargnants, comme des webinaires comme ce soir. On propose aussi un MOOC qui est actuellement ouvert et qui s'appelle «Comment gérer efficacement son épargne et ses placements», qui est disponible sur la plateforme France Université MOOC. N'hésitez pas à le suivre si vous voulez apprendre ou rafraîchir vos connaissances en matière de placement financier. Et pour ne pas louper les différents événements qu'on organise, vous pouvez vous inscrire à la newsletter qu'on envoie tous les 2 mois, aux épargnants et qui revient sur les dernières actualités, les événements qu'on propose, et cetera. Voilà pour cette très brève introduction. On va maintenant entrer dans le vif du sujet et dresser les contours de la finance durable, des solutions d'investissement qui vous sont proposées et on fera un focus sur la finance verte car depuis cet été, il y a quelques nouveautés qui vous concernent directement et je vais laisser la parole à Christopher. Merci Pauline, bonjour à tous. Moi je suis Christopher Wilson et j'appartiens à la direction des relations avec les épargnants et de leur protection. Et l'objectif c'est de vous expliquer de quoi parle-t-on lorsque nous parlons d'investissement responsable. Alors l'investissement responsable, c'est concilier performance financière et développement durable. Concrètement, ça consiste à, en plus des critères financiers qui sont pris en compte classiquement dans la sélection de titres financiers, c'est prendre en compte des critères extra-financiers, et notamment prendre en compte des critères ESG pour environnementaux, sociaux et de gouvernance. Pour les critères environnementaux, vous avez par exemple la production d'énergie renouvelable, les réductions des émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise qui va être sélectionnée, quelle est sa gestion durable de l'eau, sa politique de gestion durable de l'eau, est-ce qu'elle a une politique de respect de la biodiversité, quelle est sa politique en matière de réduction des déchets. Sélection du critère social, on a par exemple la relation entre les clients et les fournisseurs, on a également la santé et la sécurité au travail, ou encore les conditions de travail de non-discrimination que la société peut prendre en compte dans le cadre de son activité au quotidien. Et pour le critère de gouvernance, on est par exemple sur des sujets relatifs à la rémunération équitable entre les salariés, le respect des droits des actionnaires ou encore la lutte contre la corruption.
Donc, comme vous le voyez, la liste est longue, la liste n'est pas exhaustive. Chaque gérant d'investissement, chaque analyste a la possibilité de sélectionner d'autres critères que ceux qui sont présentés ici. C'est simplement des exemples qui illustrent ce qu'on appelle les critères ESG pour environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est investir selon une certaine philosophie. Et donc, pour vous, c'est contribuer indirectement au financement d'entreprises, de projets ou de collectivités qui vont participer au développement durable à travers la prise en compte de ces critères extra-financiers. Donc concrètement, en quoi ça consiste d'investir de façon responsable? Le plus souvent, ça va être au travers de placements collectifs et en particulier de fonds d'investissement. Vous allez avoir la possibilité de les sélectionner au travers de votre compte titre, votre PEA, ou au sein de votre assurance vie, de votre contrat d'assurance vie ou de votre épargne salariale. Sachant que depuis le 1er janvier 2022, dans les contrats d'assurance vie multi-support, c'est-à-dire comprenant différents fonds d'investissement, où il y a l'obligation de proposer au moins un fonds labellisé ISR, un fonds labellisé Greenfin et un fonds solidaire. Alors, comment faire pour investir? Ce qu'on vous conseille, c'est avant tout de bien s'informer. Et pour bien s'informer, vous avez à votre disposition des documents, notamment le document d'information clé qui vous sera transmis systématiquement par votre conseiller dès lors que vous avez l'ambition ou le souhait d'investir dans un de ces fonds. Ce document d'information clé va vous présenter l'objectif de gestion du fonds, parfois l'objectif extra-financier du fonds s'il a cet objectif-là également, son niveau de risque, ses frais, et également une présentation synthétique de la stratégie d'investissement et la stratégie extra-financière qui est prise en compte par le gérant d'investissement. Et vous avez par ailleurs le prospectus qui est un document complémentaire au document d'information clé, qui est cette fois-ci un peu plus long, un peu plus détaillé sur la stratégie d'investissement déployée. Et au sein de ce prospectus, vous allez avoir le détail de la stratégie utilisée et des critères sélectionnés par le gérant d'investissement dès lors qu'il envisage de sélectionner des fonds, des valeurs qui respectent des critères extra-financiers. Donc, on vous invite vivement, dans le cadre de la sélection de ces fonds d'investissement à dimension extra-financière, de comparer les différentes caractéristiques de ces fonds-là, les différentes stratégies déployées, puisque, encore une fois, les gérants sont libres de déterminer les critères qu'ils vont sélectionner. Il faut ainsi vous assurer que la stratégie qui est déployée est bien en adéquation avec vos attentes en matière de prise en compte de critères extra-financiers. Pour vous repérer et pour sélectionner les fonds qui correspondent le mieux à vos attentes, vous avez l'existence de labels, et en particulier de labels soutenus par les pouvoirs publics. Donc, en premier lieu, le label ISR pour investissement socialement responsable, qui est soutenu par le ministère de l'économie et des finances. Donc, c'est un label qui va certifier leur processus, qui va s'assurer que le gérant d'investissement va bien, après prise en compte de critères extra-financiers, exclure un certain nombre de valeurs qui ne respectent pas les critères qu'il aura définis lui-même. Vous avez par ailleurs le label Greenfin, qui est lui un label qui est soutenu par le ministère de l'Environnement, qui a pour objectif de participer à la transition écologique en labellisant des fonds qui vont sélectionner des valeurs qui vont du coup avoir cette volonté d'objectifs extra-financiers sur les aspects environnementaux. Et enfin, le label Greenfin, qui, lui, va identifier les placements solidaires et qui va vous permettre de sélectionner les fonds qui vont reverser, par exemple, une partie de leurs frais de gestion ou une partie de leur performance à des entreprises, notamment du domaine de la solidarité et en particulier du domaine de l'économie sociale et solidaire. Au-delà de ces fonds d'investissement, vous avez également la possibilité d'investir en actions, toujours au travers de votre compte titre ou de votre PEA, et donc de choisir par vous-même, cette fois-ci, les entreprises les plus engagées selon vos critères et selon les critères qui vous tiennent à cœur. Là, pour bien s'informer, on vous invite à regarder le document d'enregistrement universel qui lui présente également l'analyse extra-financière qui est prise en compte par la société, ou la déclaration de performance extra-financière, qui est également un document assez dense qui va présenter les différents résultats en matière de prise en compte des éléments extra-financiers par la société dans laquelle vous vous apprêtez à investir. Donc, quelles sont les différentes stratégies, les différentes approches utilisées par les fonds responsables, qui sont les produits que vous êtes susceptibles le plus d'investir si vous souhaitez investir dans des produits à dimension extra-financière? Vous avez dans un premier temps les stratégies qu'on appelle BEST. Pour la plus connue entre eux et la plus utilisée en France, c'est la stratégie Best in Class, qui va consister à sélectionner les meilleurs de sa catégorie.
et plus concrètement, sélectionner les meilleurs de chaque secteur. C'est-à-dire qu'au sein de différents secteurs d'activité, le gérant d'investissement va s'assurer de sélectionner les meilleurs, c'est-à-dire ceux qui vont démontrer une meilleure prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, avec les meilleurs résultats par rapport à leurs pairs, c'est-à-dire ceux qui vont se démarquer parce qu'ils vont avoir une politique en matière, par exemple, de respect de l'environnement ou de critères sociaux vis-à-vis de leurs salariés qui vont se distinguer de ceux de leurs concurrents. Donc potentiellement, avec cette stratégie Best in Class, vous serez investi sur l'ensemble des secteurs d'activité, donc potentiellement les énergies renouvelables, également les énergies fossiles, la grande consommation. Vous avez l'assurance qu'on a une sélection des meilleurs au sein de chaque secteur. Vous avez ensuite la stratégie Best in Universe, qui cette fois-ci va se concentrer sur un univers entier, sur les meilleurs de l'univers dans leur ensemble. Donc potentiellement, on pourrait aboutir à l'exclusion de tout un secteur. Donc par exemple, les énergies fossiles qui vont, d'un point de vue extra-financier, être considérées comme moins bonnes que d'autres secteurs comme celui des énergies renouvelables. Donc là, on va étudier l'univers dans son ensemble et déterminer des critères de sélection qui vont permettre de prendre les meilleurs au sein de cet univers d'investissement. Enfin, vous allez avoir la stratégie Best Effort qui consiste à sélectionner les stratégies, les sociétés qui font les meilleurs efforts, donc celles qui ont démontré sur les années passées ou sur les années à venir une véritable prise en compte de ces critères extra-financiers, qui vont avoir, par exemple, amélioré leurs émissions de gaz à effet de serre sur les années écoulées, et qui vont avoir l'intention d'améliorer leurs résultats à travers de différentes déclarations, différents engagements pour les années à venir, et donc essayer de respecter ces critères extra-financiers qui seront déterminés en amont par le gérant. En plus de ces stratégies bêtes, vous avez les stratégies d'exclusion, qui vont consister à exclure tout un secteur parce qu'il est considéré comme insuffisamment bon sur les critères extra-financiers, ou des stratégies normatives qui vont de la même manière exclure des secteurs dans leur ensemble, comme par exemple les énergies fossiles ou le tabac, qui d'un point de vue social peut être considéré comme étant insuffisamment bon pour être éligible à un produit dit extra-financier. Par ailleurs, vous avez encore des fonds qui vont être des fonds thématiques, qui vont se concentrer sur certains secteurs d'activité, comme par exemple l'eau ou les énergies renouvelables. Donc, ce sont des fonds qui vont être assez spécifiques, qui vont sélectionner uniquement certaines valeurs pour répondre à un objectif de développement durable bien précis. Donc, il existe, comme je l'ai dit, différentes méthodologies au sein de chaque acteur, chaque société de gestion. Donc, une même approche de l'ISR peut donc conduire à des investissements très différents, puisque c'est le gérant d'investissement accompagné de ces analystes financiers, extra-financiers qui vont déterminer les critères qui leur semblent les plus utiles et les plus pertinents s'agissant de la prise en compte de critères extra-financiers. Mais on peut également trouver de similitudes importantes entre des fonds classiques et des fonds ISR, dans la mesure où ces critères-là sont parfois pas suffisamment différenciants pour qu'on ait des différences très importantes entre fonds dits ISR et fonds classiques. Comme je l'ai dit, il n'existe pas de standard en termes de méthodologie et d'analyse et de notation extra-financière, donc c'est vraiment à vous de vous informer et d'étudier les documents mis à votre disposition, de manière à vous assurer que la stratégie qui est déployée par le gérant respecte bien vos attentes et vos valeurs en termes de prise en compte des critères extra-financiers. Alors, il existe un risque de greenwashing assez important, et pour essayer de contrer ce risque de greenwashing, qui consiste à mettre en avant des caractéristiques qui ne sont pas véritablement suivies de vrais effets, l'AMF a notamment mis en œuvre une instruction, il y a 2 ans de cela, qui contraint les gérants financiers dans leur communication et qui limite les communications qui ne correspondraient pas à une véritable prise en compte de critères extra-financiers dans le cadre de leur gestion. Par ailleurs, l'AMF va également inciter les conseillers financiers à passer l'examen AMF Finance Durable. Donc, les conseillers financiers ont la possibilité de passer cet examen qui leur permet d'avoir les connaissances minimales pour ensuite vous proposer, vous épargnants, les fonds qui correspondent le plus à vos attentes. Et par ailleurs, mais Victorien y reviendra plus en détail, l'Union européenne a créé une taxonomie des activités vertes, qui est un dictionnaire pour définir ce qu'est une activité économique considérée comme verte. Je passe la parole à Victorien pour la suite de la présentation sur la finance verte.
Merci beaucoup Christopher. Et effectivement, donc comme l'a indiqué Pauline, en introduction, donc c'est vrai qu'il y a eu quelques nouveautés, cet été. Donc ce qu'on vous propose, c'est effectivement de les parcourir ensemble. Donc nous allons faire ça tout de suite, dans le petit quart d'heure qui suit. Donc effectivement, depuis le début août, depuis le 2 août très précisément, 2022, votre conseiller financier, lorsqu'il vous conseille, doit vous questionner sur vos préférences de durabilité. C'est-à-dire qu'effectivement, à ce moment-là, vous allez pouvoir émettre certaines préférences, mettre en avant certains souhaits qui vous tiennent à cœur. Donc par exemple, vous souhaitez, par exemple, soutenir un objectif environnemental, par exemple la préservation de la biodiversité. Vous souhaitez exclure des, investissements dans des énergies fossiles, donc le pétrole, le gaz, le charbon, et cetera. Ça fait il y a différentes questions, en fait, qui vous seront posées et de fait, il y aura, 3 manières, 3 dispositifs européens pour vous permettre d'exprimer, d'identifier vos préférences de durabilité, vos préférences ESG. Donc Christopher vient de le mentionner, il y a d'abord la taxonomie européenne. Et la taxonomie européenne, pour vous dire ça de la manière la plus simple possible, en fait, c'est un dictionnaire. C'est-à-dire que l'Union européenne a créé un dictionnaire qui a vocation, qui vise à identifier, à définir qu'est-ce que ça veut dire être vert, qu'est-ce que c'est une activité économique durable sur le plan environnemental. Et on va y revenir dans quelques instants. Il y a également pardon, le règlement SFDR, donc c'est un bel acronyme et un bel anglicisme. C'est finalement un règlement européen qui va demander aux fonds d'investissement d'être transparents lorsqu'ils vous communiquent des informations en matière de durabilité, que ce soit d'ailleurs sur des questions climatiques ou environnementales, mais également sociales. Et enfin, le dernier dispositif européen, ce sont ce qu'on appelle les principales incidences négatives, c'est-à-dire les incidences de vos investissements sur l'environnement et sur la société. Donc d'abord, la taxonomie européenne. Et effectivement, la taxonomie européenne, en l'occurrence, pour vous la présenter très brièvement, donc c'est le dictionnaire. Le dictionnaire comporte plusieurs, on va dire, catégories, plusieurs espaces. Effectivement, il y a un espace qui concerne le changement climatique. Donc il y a là-dedans, on s'intéresse à l'atténuation du changement climatique, à l'adaptation du changement climatique. Et puis il y a également des espaces plus environnementaux. Là, ce sont des objectifs qui vont concerner, par exemple, la protection, des eaux, la transition vers une économie circulaire, la protection de la biodiversité, par exemple. Donc effectivement, vous avez ces grands objectifs climatiques et environnementaux, ces 6 grandes thématiques, si je puis dire. Et ensuite, vous allez avoir, une déclinaison de ces objectifs par activité économique. Les activités économiques, donc il y en a approximativement 90. On a voulu simplifier sur cette diapositive. Donc effectivement, les principales activités concernées, donc ce sont les industries manufacturières, c'est les secteurs de l'énergie, de la construction, des transports. L'idée étant que l'Union européenne s'est focalisée sur les secteurs qui avaient le plus d'impact climatique, donc qui émettaient le plus de CO2 dans l'atmosphère. Le fait est que cette taxonomie, ce dictionnaire, il est toujours en cours d'écriture. Donc, je vous l'ai dit et je viens de vous le dire, effectivement, la première focale, on va dire, de la taxonomie, c'est le climat, donc les émissions de gaz à effet de serre. Et dans un second temps, effectivement, il y aura les questions environnementales, les objectifs environnementaux, pardon, qui seront également développés. Maintenant qu'on a un petit peu ces grandes catégories, ces activités économiques qui sont couvertes, qu'est-ce que ça veut dire être vert concrètement? Pour une activité économique, donc pour l'activité d'une entreprise. Vous prenez n'importe quelle entreprise que vous avez en tête, vous regardez si elle entre tout simplement dans ce dictionnaire, si elle est couverte par le dictionnaire. On dit qu'elle est éligible, le cas échéant, donc son activité économique est éligible à la taxonomie européenne, elle est couverte. Ensuite, cette activité économique, ça ne suffit pas d'être couvert, il faut également démontrer que cette activité a un impact positif important. Cet impact positif, il doit être effectué, il doit porter sur un des 6 objectifs, une des 6 grandes thématiques définies par ce dictionnaire. Donc, par exemple, vous prenez une entreprise que vous avez en tête. Est-ce qu'elle est couverte par la taxonomie? Oui. Est-ce que l'une de ces activités économiques a un impact positif sur l'atténuation du changement climatique? Ça revient, par exemple, à diminuer les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Maintenant, ça ne suffit pas. On va également s'intéresser aux impacts potentiellement négatifs que l'entreprise, que l'activité économique peut avoir sur les autres objectifs. Donc on garde l'activité que vous avez bien en tête, vous prenez, cette activité économique et effectivement vous allez voir si elle porte préjudice à, par exemple, la biodiversité ou la transition vers l'économie circulaire.
On va avoir un exemple juste dans la slide après. Et enfin, il y a également certaines garanties minimales sociales qui sont intégrées à la taxonomie européenne et qui reposent sur certaines conventions internationales, notamment par exemple sur les droits du travail. Donc, je vous les ai promis, effectivement, vous avez quelques exemples ici. Je vais peut-être pas forcément rentrer dans les détails, effectivement, puisqu'on a encore beaucoup de choses à voir ensemble. Néanmoins, on va rapidement parcourir cette slide. Donc, effectivement, vous avez des exemples d'activités économiques sur la gauche de votre écran, donc les installations d'éoliennes, les barrages hydrauliques, pardon, et puis également la production d'hydrogène et la vente, le trading d'électricité verte. Là, vous voyez qu'effectivement, l'installation d'éoliennes, c'est quelque chose qui est couvert par la taxonomie européenne. C'est quelque chose qui est éligible. Et ensuite, dans ce dictionnaire, vous avez des critères qui sont spécifiques, qui sont définis pour l'installation d'éoliennes. Et effectivement, on va voir si l'installation d'éoliennes contribue à l'un des 6 objectifs climatiques ou environnementaux. Donc ici, par exemple, on peut dire que l'installation d'éoliennes, ça permet de diminuer le volume des émissions de gaz à effet de serre, et donc de ce point de vue-là, on peut dire que ça contribue à l'atténuation du changement climatique. Maintenant, on va s'intéresser à l'absence d'impact négatif. Donc là, par exemple, vous avez quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit: «Bon, ben, j'ai installé des éoliennes, très bien, c'est parfait, ça va diminuer les émissions de gaz à effet de serre». On apprécie l'idée. Néanmoins, pour ce faire, j'ai dû raser toute une forêt. Bah, effectivement, ici, ça ne passerait pas à la taxonomie. On va dire que ça porterait un préjudice à un objectif de protection de la biodiversité, par exemple. Donc ici, effectivement, la l'activité, l'installation d'éoliennes ne serait pas considérée comme durable ou comme verte. Ici, on voit dans notre tableau que l'activité et l'installation d'éoliennes respectent les critères de la taxonomie, donc très bien. On passe aux questions, à l'étape suivante, ce sont les garanties sociales minimales. Dans notre exemple, elles sont satisfaites. Donc, ce qui va se passer, c'est que cette activité économique, elle est considérée comme étant alignée à la taxonomie européenne. Et donc, effectivement, l'entreprise, le chiffre d'affaires que l'entreprise génère à partir de cette installation d'éoliennes va être considéré comme vert d'un point de vue environnemental, donc vraiment durable d'un point de vue environnemental, pardon. Idem pour ces dépenses d'investissement, et cetera. Et in fine, les plus grandes entreprises européennes, en tout cas, devront publier chaque année la part de leurs activités économiques qui seront alignées à la taxonomie, c'est-à-dire qui sont durables sur le plan environnemental. Et donc tout ça, c'est un synonyme pour dire qu'effectivement, elles seront vertes. Dans notre exemple, vous le voyez, seule l'installation d'éoliennes est considérée comme durable sur le plan environnemental. Les barrages hydrauliques, le barrage hydraulique, effectivement, là, on voit que ça porte préjudice à l'un des 5 objectifs environnementaux. C'est par exemple le cas que je vous présentais précédemment. Donc vous aviez une contribution à un des 6 objectifs. OK, très bien. Néanmoins, heu, effectivement, on peut imaginer que la construction de ce barrage ou la gestion de ce barrage porte préjudice, par exemple, à la biodiversité. Ensuite, donc ça, je viens de présenter la taxonomie européenne. C'est une première manière d'exprimer vos préférences, on va y revenir. Il y en a 2 autres que vous voyez, sur votre écran. Donc la première, c'est donc le règlement SFDR, donc pour la transparence, des fonds d'investissement en matière extra-financière, donc sur les questions ESG, pour simplifier. Donc SFDR, prévoit une définition d'un investissement durable. Je vous demande votre attention parce qu'il faudra s'accrocher sur les 2 prochaines minutes. Et effectivement, un investissement durable, c'est défini dans le règlement SFDR, dans ce texte européen, et on retrouve un petit peu nos petits, c'est-à-dire qu'on voit que la structure de la définition est à peu près la même que la taxonomie européenne. C'est-à-dire qu'on a l'idée d'une activité économique qui va contribuer à un objectif, qui peut être environnemental ou social cette fois-ci dans le cadre de SFDR. Dans le cadre de SFDR, on a du social, on a vraiment une contribution à un objectif social. On a également cette même idée de ne pas porter de préjudice significatif à d'autres objectifs, et par autres objectifs, on entend objectifs environnementaux ou sociaux, pardon. Et enfin, il y a une question de bonne pratique de gouvernance. L'entreprise dans laquelle est investie, dans laquelle l'investissement a eu lieu, pardon, doit appliquer de bonnes pratiques de gouvernance. De fait, effectivement, là, ce que vous voyez, c'est que ça ressemble beaucoup dans la structure à la taxonomie européenne. Néanmoins, contrairement à la taxonomie européenne, il n'y a pas de critères spécifiquement précis, spécifiquement définis, dans le cadre de SFDR, ce qui nous amène à la conclusion suivante: un investissement peut être durable au sens du règlement SFDR, donc ce que vous avez sous les yeux, sans pour autant respecter les critères de la taxonomie européenne.
Donc effectivement, vous pouvez avoir un investissement durable qui n'apparaît pas comme étant durable au sens de la taxonomie européenne. C'est un petit peu compliqué, mais effectivement, ce sont 2 définitions, très différentes. Et peut-être aussi un point dans le cadre de SFDR, ça dépasse un petit peu notre cadre ici, et c'est vrai qu'on souhaitait attirer votre attention là-dessus. SFDR, ce règlement, ce texte prévoit différentes catégories, de produits financiers. Donc c'est les acteurs financiers qui vont classer leurs produits, et quand je parle de produits, je parle notamment des fonds d'investissement, entre 3 catégories. Et la catégorie dite article 9, il ne faut pas aller chercher bien loin, hein, c'est le texte européen qui précise les articles 9, ce sont des produits, des placements qui ont un objectif d'investissement durable. Et les produits article 8 qui font la promotion, qui sont des fonds, des placements qui font la promotion de critères sociaux et ou environnementaux. Et enfin, les produits article 6, c'est-à-dire tous les autres placements, c'est-à-dire qui n'évoquent jamais le moindre aspect environnemental ou social dans leur communication à votre égard. Mais là, un point important, c'est qu'un produit qui se dit article 9, hein, qui est classé article 9, qui est classé article 8, ceci ne constitue pas forcément un gage de durabilité. Donc dans ces cas, on vous invite vraiment à vous informer sur ce produit financier et sur ce fonds. À savoir donc qu'effectivement un produit, un placement peut être composé donc de 0 à 100 d'investissement durable, et on s'attend à ce que effectivement les produits article 9 comportent une bonne partie d'investissement durable. Les produits article 9, ce sont d'une certaine manière, si je peux vraiment vulgariser ça, les produits article 9, ce sont les produits les plus ambitieux, normalement, en matière environnementale et ou sociale. Ça, c'est pour le cadre de SFDR, la définition d'investissement durable. Et la troisième manière d'identifier vos préférences de durabilité, vos préférences ESG, ce sont les principales incidences négatives. Donc là, on va s'intéresser, le conseiller financier va vous poser des questions relatives à vos centres d'intérêt, si je puis dire, aux principales incidences négatives des investissements qui vont être effectués par le placement, par le fonds. Et donc là, Christopher a présenté différentes thématiques précédemment, on les retrouve ici. Donc les thématiques sont propres à l'environnement, aux questions sociales, aux droits de l'homme, à la lutte contre la corruption. Donc on retrouve là également aussi les mêmes thématiques. L'idée étant qu'il y a 2 niveaux de prise en compte. Au niveau du placement financier, le fonds d'investissement va devoir préciser la manière dont il prend en compte les principales incidences négatives, s'il le fait. Donc s'il le fait, il va dire comment il le prend en compte. S'il ne le fait pas, il va devoir expliquer pourquoi il ne le fait pas. Donc effectivement, ça, vous aurez information dans la documentation, dans les documents, dans le prospectus de votre fonds. Également, il y a un autre niveau de prise en compte, c'est au niveau de la société de gestion, au niveau de l'acteur financier. Et là, ça prendra la forme d'un rapport annuel. Et la première version sera publiée d'ici le 30 juin 2023 par les acteurs financiers qui sont concernés. Ce sont vraiment les plus gros. Et effectivement, ici, les sociétés de gestion devront communiquer sur la prise en compte, sur les incidences négatives de leurs investissements financiers. Donc effectivement, vous voyez en bas à droite de votre écran, la liste des PAI n'est pas exhaustive, en tout cas au niveau produit, et donc effectivement les professionnels, les acteurs financiers et professionnels de la finance peuvent déterminer assez librement comment ils prennent en compte les principales incidences négatives, en sachant qu'ils peuvent s'appuyer sur le cadre qui s'applique à eux au niveau de la société de gestion. J'essaie de vulgariser un maximum, mais c'est vrai que c'est parfois un petit peu complexe de voir les différentes articulations. Pour synthétiser tout ça, l'idée c'est que votre conseiller financier va recueillir vos préférences en matière de durabilité, vos préférences ESG. Donc ces préférences, je l'ai indiqué au tout début de mon intervention, vous allez avoir 3 moyens de les exprimer. Tout d'abord via la taxonomie européenne. Donc la taxonomie européenne, c'est ce dictionnaire, et vous allez devoir indiquer le pourcentage de vos investissements que vous souhaitez voir effectués dans des activités qui sont vertes au sens de ce dictionnaire. Dit autrement, c'est vous investissez 100 €, vous confiez 100 € à votre conseiller financier plutôt vous conseille sur 100 € que vous allez investir. Combien vont financer des activités vertes au sens de la taxonomie européenne? Ici, un petit point d'intention qui mérite effectivement d'être mentionné, c'est que les critères de la taxonomie sont plutôt exigeants et je pourrais même dire très exigeants finalement. Donc à titre illustratif, aujourd'hui, on estime que l'alignement de l'économie européenne sur la taxonomie, donc la part verte entre guillemets de l'économie européenne, est inférieur à 5%.
c'est une première estimation. Donc, ça veut dire qu'effectivement, ça va parfois être difficile, ça va même être très difficile, de trouver des produits, des fonds d'investissement qui proposent un pourcentage supérieur. C'est envisageable, mais ce ne sera pas la norme, en tout cas pas dans un premier temps. Et l'idée étant qu'ensuite, ce pourcentage augmente avec le temps, bien évidemment. Ensuite, la même logique s'applique pour les investissements durables de SFDR. Donc, vous savez, la définition qui ressemble un petit peu à la taxonomie, mais qui ne compte pas sur les critères de la taxonomie européenne. Donc là, c'est un peu la même logique. Donc vous allez préciser un pourcentage de vos investissements que vous souhaitez voir comme étant durables au sens de SFDR. Donc là, idem, pour 100 € investis, combien vont financer des investissements durables au sens de SFDR? À savoir que donc la définition, je l'ai indiqué, elle est guère précise et elle peut radicalement changer d'un produit financier, d'un professionnel, d'un fonds à un autre. Donc c'est vraiment un point d'intention aussi ici. Effectivement, la définition d'investissement durable dans le cadre de SFDR n'est pas très précise. Et enfin, la dernière modalité pour exprimer vos préférences, ce sont donc les principales incidences négatives. Donc là, le conseiller va vous interroger sur les thématiques qui vous tiennent particulièrement à cœur. Donc ça peut être le climat, la biodiversité, le droit du travail. Et effectivement, dans ce cadre-là, votre conseiller est invité à se référer au cadre de SFDR, mais n'est pas contraint de le faire. Donc effectivement, ici, la manière dont les principales incidences négatives vont vous être communiquées et la manière dont vos conseillers vont vous conseiller recueillir vos préférences à ce sujet peuvent varier, d'un conseiller à un autre et d'une entreprise de conseil à un autre. En conclusion, donc effectivement, on vous invite, vraiment à préparer votre rendez-vous avec votre conseiller financier. Donc se préparer, c'est d'abord savoir ce qui est important pour vous, quels sont les objectifs qui vous semblent prioritaires et surtout quelle part de vos placements, in fine, vous souhaitez voir consacrée à des questions de durabilité. Donc effectivement, un point ici qui mérite d'être souligné aussi en conclusion, c'est que, en tout cas dans un premier temps, beaucoup de placements, beaucoup de fonds, ne répondront pas exactement à vos préférences de durabilité potentielles, si vous en avez bien sûr. Donc dès lors, votre conseiller vous proposera d'adapter vos préférences initiales. Il devra vous interroger, voir si vous êtes d'accord pour le faire ou non et le cas échéant, il vous recommandera d'autres placements, avec cet idéal justement qu'in fine, les produits s'amélioreront, dans le temps. Je vous remercie, on va peut-être passer aux questions. Alors effectivement, on avait pas mal de questions. Je vais prendre une première question qui va concerner les gérants financiers et la manière dont ils prennent en compte les critères, enfin, la manière dont ces critères dans les entreprises, les critères qu'ils prennent en compte dans le cadre de la sélection des entreprises. En fait, chaque gérant financier est libre de reprendre les critères qui lui semblent les plus importants. Et donc, c'est vraiment à lui de déterminer ce qu'il va considérer, ce qu'il va mettre derrière le E, le S et le G, l'environnemental, le social et la gouvernance. Donc, on est vraiment il n'y a pas d'obligation à prendre certains critères, c'est vraiment à vous de regarder ce qui est présenté dans la documentation qui vous est transmise par votre conseiller et de voir si ça correspond à vos attentes en termes de prise en compte de critères extra-financiers. Donc, il y a pas, ça peut évoluer effectivement. Il y avait notamment une question sur le fait que l'Ukraine ait potentiellement changé les critères à reprendre en compte avec potentiellement l'armement qui deviendrait difficile à exclure. Par exemple, c'est un exemple type de critères qui, il y a quelques années, étaient largement partagés par l'ensemble des gens financiers. L'armement devait être exclu et depuis, effectivement, cette guerre en Ukraine, les choses sont remises en cause et de plus en plus de gérants vont quand même sélectionner des titres qui vont être sur ce secteur-là. Donc, vraiment, c'est en fonction de l'évolution de la situation, de l'environnement, des sujets qui tiennent à cœur aux gérants que les critères vont être déterminés par les gérants d'investissement. Il y avait une autre question sur le contrôle des investissements réels du fonds par rapport à ses déclarations d'intention. Est-ce qu'un fonds qui investit dans le secteur non ESG et du coup potentiellement peut avoir une sanction? Donc, alors oui, l'AMF réalise
des contrôles. L'AMF réalise des contrôles sur tout un tas de sujets, mais aussi sur les fonds à dimension extra-financière. Donc, il est possible que l'AMF demande à un moment donné à un gérant de prouver qu'il a bien respecté l'ensemble de ces critères extra-financiers dans sa documentation. Donc, il peut, si ce n'est pas le cas, être sanctionné et donc entrer en procédure avec l'AMF pour répondre de ce manquement, de ne pas avoir respecté sa stratégie d'investissement, puisque effectivement, quand on inscrit dans son document d'information clé ou dans son prospectus qu'il y a des critères extra-financiers qui sont pris en compte dans le cadre de la sélection de valeurs, le gérant financier est tenu de respecter ces critères à tout moment. Donc, il n'y a pas de raison que pour une période de 6 mois, il ne respecte plus ces critères. Généralement, il doit le respecter en continu, et si ce n'est pas le cas, doit apporter des preuves qui justifient le fait qu'il n'ait pas respecté pendant un laps de temps donné ces critères-là. Peut-être une autre question, c'était celle de Philippe. Parmi tous les fonds, quel pourcentage représentent les fonds verts? C'est une très bonne question et je vais vous en poser une autre, c'est qu'est-ce que vous définissez comme étant vert, Philippe? Et donc c'est là où finalement on voit toute la problématique qui vient, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un fonds vert finalement? Est-ce que c'est un fonds qui va prendre en compte les aspects ESG tels que les a présentés Christopher précédemment? Est-ce que c'est un fonds qui n'investit que dans des activités qui respectent les critères de la taxonomie, donc qui sont durables au sens de la taxonomie? Est-ce que c'est un fonds qui n'investit que dans des investissements durables au sens de SFDR? Donc effectivement, c'est une véritable question. Pour vous répondre peut-être on va dire un indicateur qui peut donner un ordre d'idée, c'est qu'effectivement, aujourd'hui en France, approximativement, mais à grosse louche, approximativement 50% des fonds qui existent en France sont effectivement qui sont levés en France, sont des fonds article 8 ou des fonds article 9 au sens de SFDR. C'est-à-dire que des fonds article 8, pour rappel, ils font la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales, parfois les deux. Donc ça veut dire qu'ils en parlent dans leur documentation, dans leur prospectus, sur internet, dans leur communication finalement. Les produits article 9, ce sont des produits qui ont un objectif d'investissement durable. Maintenant, comme je l'ai précisé, ce ne sont pas des gages de durabilité en soi, il faut s'intéresser davantage à la composition du portefeuille, aux investissements qui ont été effectivement réalisés. Et c'est là aussi on voit l'intérêt de la taxonomie. Il y a beaucoup de débats pour savoir qu'est-ce qui est vert, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et là, de ce point de vue-là, la taxonomie a un mérite, c'est de fournir une définition claire et qui sera partagée par tout le monde et qui sera basée donc sur des critères qui ont été définis par l'Union européenne sur des bases scientifiques. Donc effectivement, c'est la taxonomie européenne qui n'est pas terminée, qui est toujours en cours d'élaboration. Elle s'applique déjà en partie sur les aspects climatiques. Elle le fera demain sur les critères, sur les aspects environnementaux, la biodiversité, l'économie circulaire, la pollution, les ressources en eau également. Eh bien, demain, elle pourra les faire également. Donc c'est vrai, c'est un des mérites de la taxonomie. Et ça me permet de rebondir sur une autre question, c'est la question d'Alain, une question sur les performances et c'est vrai que c'est plutôt important la performance quand on s'intéresse justement à son épargne. Quelles sont les catégories de fonds les plus performantes à court, moyen terme? Donc effectivement, là, c'est difficile de vous répondre en soi. Donc en matière de prise en compte ESG ou en matière de fonds plus verts que d'autres, vous pourrez trouver des études qui indiqueront tout et son contraire. Donc effectivement, là, c'est toujours une problématique de définition aujourd'hui qui se pose. En l'occurrence, on n'a pas suffisamment de recul, notamment lorsqu'il s'agit de demander au fonds d'appliquer la taxonomie européenne pour identifier des questions de performance. Maintenant, ce qui est important, c'est que lorsque votre conseiller financier va vous interroger sur les préférences de durabilité, sur vos préférences de durabilité, eh bien, en fait, ces questions-là vont venir une fois que vous aurez déjà exprimé vos besoins financiers, si je puis me permettre. Lorsque vous aurez déjà exprimé, effectivement, vous aurez déjà présenté votre profil financier, votre horizon d'investissement, votre appétence ou votre peur du risque. Donc effectivement, de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui va venir en complément. Donc votre conseiller financier, il devra d'abord vous trouver des produits financiers qui sont appropriés à vos attentes
Et in fine ensuite, il devra également parmi cet échantillon de produits financiers, il devra, également, satisfaire vos préférences de durabilité. Donc c'est un petit peu le combo, on va dire. Donc je suis désolé de ne pas pouvoir répondre plus précisément à votre question, mais c'est vrai que c'est encore, sujet à beaucoup d'interrogations aujourd'hui. Et pour compléter ce qu'indique Victorien, et pour répondre à une question de Brigitte sur le rendement des fonds verts et la comparaison avec les autres fonds, c'est extrêmement difficile effectivement de faire une comparaison. Il y a eu des études récentes qui ont prouvé qu'il y avait une meilleure résilience des fonds à dimension responsable lors de périodes de crise, notamment pendant la période d'épidémie de Covid. Mais effectivement, il y a une tellement grande variété de fonds à dimension responsable qu'il est difficile aujourd'hui de dire et de statuer qu'un fonds vert a une meilleure performance qu'un fonds classique qui ne prendrait pas en compte de critères extra-financiers et pas de critères environnementaux en particulier, parce qu'il y a des stratégies très différentes qui sont développées, parce qu'on est sur des gérants également différents qui vont avoir qui vont être capacité de créer de la valeur de manière différente. Donc c'est encore une fois difficile de vous expliquer, de vous rendre compte de manière assez fidèle de la réalité des faits qui est très plurielle et qui aujourd'hui ne peut pas être défini, on ne peut pas définitivement acter le fait qu'un fonds vert est plus performant, plus ou moins performant qu'un fonds classique. Il y avait une autre question de la part de Vincent qui s'interrogeait sur les critères d'exclusion qui étaient difficiles à identifier dans les investissements. Alors, ça reboucle avec ce qu'on vous a dit lors de la présentation. On vous invite vraiment à regarder les documents d'information clés et les prospectus qui vous sont transmis lorsque vous envisagez d'investir dans un fonds à dimension responsable. C'est là que vous allez avoir ces informations-là sur les exclusions qui sont retenues par le gérant. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu pendant plusieurs années l'armement qui avait été exclu des fonds à dimension responsable, mais avec la guerre en Ukraine, l'armement est de plus en plus inclus dans ces fonds-là. Donc, c'est vraiment dans ces documentations d'information clés qui doivent vraiment traduire la stratégie d'investissement, retenue par le gérant, que vous allez trouver l'ensemble des exclusions normatives, c'est-à-dire une exclusion systématiquement appliquée dans le cadre de la gestion du fonds, par le gérant. Et typiquement, si un secteur, le tabac, l'armement, les énergies fossiles sont exclus de l'ensemble des valeurs à sélectionner par le gérant d'investissement. Merci Christopher, merci Victorien. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions qui nous ont été envoyées ce soir. Du coup, je vous remercie tous pour votre participation. Vous allez recevoir par email un lien vers le replay de ce webinaire si vous souhaitez le regarder. Et sinon, je vous invite à vous rendre sur l'espace épargnant du site de l'AMF sur lequel vous trouverez plus d'informations, notamment sur les préférences de durabilité, qui est un sujet qui va pas mal nous occuper dans les mois qui viennent. Merci à tous encore une fois et très bonne soirée. Au revoir.